Bonjour Maude Bréjon. Bonjour. Et merci de votre présence et votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. Vous êtes la porte-parole des députés Renaissance et députés des Hauts-de-Seine. Le Premier ministre Gabriel Attal a donc décidé hier soir, Maude Bréjon, de se rendre au Salon de l'Agriculture pour participer notamment à un dîner. C'est le 60e anniversaire de l'événement. Une visite surprise qui a été décidée après l'accueil enthousiaste de Jordan Bardella dans ce même salon. Oui, c'est normal que le Premier ministre s'y rende. Moi, je vais vous dire, je pense que, vous faisiez référence à Jordan Bardella, je pense que la politique, c'est pas de la télé-réalité et qu'on ne se mesure pas à l'applaudimètre ou au nombre de vues sur TikTok. Ce qui m'a frappé ce week-end, c'est qu'on avait d'un côté le président de la République courageux, qui connaissait ses dossiers, qui allait sur des sujets où il y a beaucoup de complexité, apporter des réponses. Et de l'autre côté, Jordan Bardella qui se baladait tout sourire sur le salon de l'agriculture avec des grandes déclarations d'intention. Mais vous savez, Sonia Barouk, on veut tous aider les agriculteurs. On veut tous aider les agriculteurs. Sauf qu'il n'y a pas de baguette magique. Et à un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis et effectivement apporter des solutions qui sont pas faciles à construire, mais c'est ce que fait le président. On va en parler, mais reconnaissez que Jordan Bardella n'est pas au pouvoir, donc difficile aussi d'éprouver ces propositions. Vous allez nous en parler. Est-ce que vous reconnaissez malgré tout qu'il a eu un accueil qu'on peut qualifier de positif, voire d'enthousiaste par rapport à ce qu'on a connu, et on va en parler samedi avec le président de la République? Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible entre Emmanuel Macron, qui est président de la République, qui est au pouvoir depuis 7 ans, qui depuis des semaines trouve des réponses. Je pense par exemple au fonds d'urgence sur la trésorerie qui a été annoncé par le président samedi, qui se rend à Bruxelles pour construire des réponses à l'échelle de l'Union européenne. Et Jordan Bardella qui est dans le yaka faucon permanent. Alors yaka faucon permanent, on vote pas le budget de la PAC. Yaka faucon permanent, on propose insidieusement un éloignement, en tout cas un isolement de la France par rapport à l'Union européenne. Je pense pas que ce protectionnisme-là servent les agriculteurs. Je pense que les agriculteurs, ils ont besoin de marché, je pense qu'ils ont besoin d'exporter. Arnaud Rousseau le disait d'ailleurs hier, sur le blé, de la FNSEA, sur le fromage, sur les produits laitiers, sur les vins, sur les spiritueux. Donc l'isolement de la France que propose le Rassemblement national n'est pas la solution, c'est mortifère pour nos agriculteurs. Vous nous direz précisément pourquoi, mais je reviens sur ce que vous avez dit, ce n'est pas la politique TikTok et le nombre de vues. Le Premier ministre, un peu comme vous hier, a dénoncé le cirque médiatique et politique, mais reconnaissez, Maude Bréjon, on ne peut pas dénier aux oppositions d'aller au Salon de l'Agriculture, ça a été fait de tout temps. Enfin, Jacques Chirac avait une foule, un bain de foule incroyable. Peut-être pas des selfies à l'époque, mais des photos. C'est quand même assez étrange de critiquer ce qui est fait depuis des années. Chacun est bienvenu au Salon de l'Agriculture, les politiques, les citoyens, c'est très bien. D'ailleurs, on encourage évidemment tout le monde à y aller. Moi, ce que j'attends d'un responsable politique, peu importe son parti, ça vaut pour le Rassemblement national, comme la France Insoumise, les Républicains, Renaissance, tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas eu le même accueil. D'ailleurs, hier, on peut noter que Raphaël Glucksmann, pour les socialistes, y était. Il n'y a pas eu... Enfin, c'est pas lui faire des honneurs de dire qu'il n'y a pas eu foule autour de lui. Ce qui fera, je vous laisserai le dire à Raphaël Glucksmann, ce qui changera concrètement le quotidien des agriculteurs, à savoir leur fin de mois, à savoir la considération qu'on leur porte, c'est pas le niveau de l'applaudimètre, encore une fois, au Salon de l'Agriculture. C'est d'arriver à apporter des réponses concrètes, parce qu'au fond, ils demandent une chose très simple. Ils veulent vivre de leur travail. Et bien nous, on veut leur permettre de vivre de leur travail. Ils ne demandent pas l'assistanat, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là. Ils demandent à ce qu'on les laisse bosser dans des conditions décentes, avec moins de normes, avec des prix qui soient plus justes. Et nous, c'est ce sur quoi on travaille. Alors, on va en parler, mais est-ce que vous pensez aussi que ce sont des militants politiques extrêmes au sein de la coordination rurale qui aurait réservé, selon vous, cet accueil plus que musclé à Emmanuel Macron? Oui, je pense qu'il y a une politisation qui est évidente. Mais pourquoi? Est-ce que derrière chaque agriculteur en colère, il y a forcément un militant? Syndicats? C'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a, au sein de certains syndicats, et notamment celui auquel vous faites référence, des militants politisés, radicalisés, pour certains engagés auprès du Rassemblement national. C'est leur droit. C'est leur droit, mais personne n'est dupe, et donc il faut avancer à visage découvert. Et il y a évidemment, et c'est le cas d'une immense majorité, des agriculteurs qui souffrent, qui attendent davantage de considération, qui attendent de vivre mieux de leur travail, et donc nous, c'est avec eux qu'on doit discuter. Avancer, vous avez dit pour le président de la République, il a eu du mal à avancer, si ce n'est au prix d'un entourage sécuritaire inédit, avec des allées qui étaient vidées, des Français qui ont attendu pour un salon qui a été retardé pour son ouverture. Est-ce que c'est aujourd'hui un président qui est bunkérisé, Maude Bréjon? Si le président était bunkérisé, il n'aurait pas passé 13 heures au Salon de l'Agriculture. Avec des conditions inédites. Je préfère toujours quelqu'un qui se confronte aux colères, qui laisse cette colère s'exprimer, qui accepte des échanges très vifs,
parfois, plutôt quelqu'un qui reste chez lui au chaud dans son palais. Et moi, je pense que chacun peut reconnaître au président de la République, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, qu'il n'a jamais fui la confrontation, qu'il n'a jamais fui le débat, et on l'a vu encore au Salon de l'Agriculture. La confrontation, Maud Bréjon, jusqu'où? On sait maintenant qui se cache derrière l'ubuesque décision d'avoir pensé à inviter un temps les soulèvements de la terre. Ce sont des conseillers, le président les défend ce matin dans le Figaro. Est-ce qu'il y a donc quand même une sorte de lobby d'écolos radicaux autour du président qui aurait pu inviter, et ça ne les aurait pas gêné de voir les agriculteurs débattre avec le soulèvement de la terre? Deux choses. Comme le président de la République, moi j'apprécie assez peu qu'on s'en prenne nommément aux équipes. Si un jour il y a quelque chose qui se passe mal dans votre matinale, Sonia Mabrouk, vous n'accepteriez pas qu'on rejette la faute sur vos collaborateurs, je pense. Mais je ne suis pas, pardonnez-moi, au pouvoir. Oui, mais vous comprenez. Ça vous interpelle pas quand des conseillers aient pris cette initiative? Moi je vais vous dire, vous me demandez est-ce qu'il y a un lobby écolo? S'il y avait un lobby écolo autour du président de la République, on n'aurait pas demandé la dissolution des soulèvements de la terre, on n'aurait pas mis en pause le plan éco-phyto, on n'aurait pas relancé le nucléaire il y a 2 ans. Fermez le banc. Et c'est une spécialiste du nucléaire qui le dit, au passage je le précise. Je vous remercie. Donc vous estimez qu'il n'y a pas eu erreur? Il y a eu 6 invitations, il y a eu... et ça, j'ai entendu différentes versions. Évidemment, là-dessus, quelque chose qui n'était pas souhaitable. Moi, je vais vous dire, je combats en tout point les soulèvements de la terre. C'est pas des gens avec qui on doit discuter. On a d'ailleurs demandé leur dissolution précisément pour ça. Moi, je me rappelle de femmes et d'hommes qui étaient cagoulés en train d'envoyer des boules de pétanque sur les forces de l'ordre à Sainte-Soline. J'estime que à aucun moment ils n'ont leur place dans des discussions et dans des débats. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas discuter avec des associations écologistes, mais pas avec elles. Sur le fond du projet dans le Figaro ce matin, Emmanuel Macron affirme que la crise doit être réglée d'ici à 3 semaines, la crise agricole, et le président d'affirmer qu'il faut 4 ou 5, Maud Bréjon, grandes mesures et pas 150. Est-ce que ça peut paraître un peu provocateur de dire ça? Les agriculteurs, ils ont un cahier de doléances, de revendications. Est-ce qu'il faut les résumer aujourd'hui à 4, 5 idées? Non, mais c'est 4 ou 5 lignes directrices. Je pense pas qu'à la fin, les agriculteurs aillent compter le nombre de cases qu'on aura cochées sur un cahier. Voyez-vous, il y a eu d'abord des réponses d'urgence qui ont été annoncées par le Premier ministre Gabriel Attal. J'ai entendu les organisations syndicales dire que ça allait dans le bon sens. Insuffisant, mais dans le bon sens. Il y a une deuxième série de mesures initiées par le président de la République et qui, effectivement, devront trouver fin ou aboutissement dans 3 semaines parce qu'on a besoin d'avancer, le gouvernement et les agriculteurs. Et puis ensuite, il y a les réponses de long terme, et celle-là, elle passe d'une part par le plan législatif. On aura l'occasion de débattre d'une loi d'orientation agricole à l'Assemblée nationale dans les mois à venir, et à l'échelle européenne. Mais parlons du plan national et d'ailleurs européen, c'est lié pour la proposition du prix plancher. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui était hier notre invité au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, conteste avoir changé d'avis. Et pourtant, Maud Bréjon, il y a quelques semaines, quelques mois à peine, il disait que c'était une proposition démago de la France insoumise. Maintenant qu'elle est mise en avant par Emmanuel Macron, il la trouve formidable. Non, mais parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Ce qu'a proposé la France insoumise, c'était des prix administré, vertueux pour les consommateurs. Il ne prenait pas, en tout cas en première intention, le revenu des agriculteurs. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit au fond, il faut qu'on arrive à définir des indicateurs de coûts de production qui aillent de l'amont à l'aval et qui permettent quoi? Très simplement, qui permettent de mieux répartir derrière les profits, mieux répartir la richesse, franchement, peu ou prou, c'est la même proposition. Pourquoi avoir torpillé ce qu'avait dit la France filière par filière, et c'est le faire à l'échelle européenne. C'est pas la même chose que ce que proposait la France insoumise. Mais vous direz que c'était le modèle soviétique, ce qu'avait proposé la France insoumise, ce que nous a dit hier le ministre. C'est quand même incroyable. Vous êtes sur des nuances de propositions. Non, mais non, les prix administrés où l'État fixe le prix du lait, fixe le prix du céréal en début d'année, indépendamment d'ailleurs de la conjoncture, en claquement de doigts. En fait, ça se passe dans des modèles effectivement très à gauche. Et on a vu d'ailleurs ce que ça avait pu donner, notamment en Amérique latine. Vous dites pas de volte-face. Est-ce que vous reconnaissez un changement de pied, du moins sur le Green Deal? Vous aviez accompagné le Green Deal qui est non pas pour le caricaturer, mais en partie, c'est l'Europe de la décroissance, ce qu'a reconnu le président de la République. Or, il est normalement porté par Pascal Canfin, qui était un eurodéputé macroniste. Est-ce que vous reconnaissez un changement de pied sur ce sujet? Non, mais il y a quelque chose de fondamental dans le Green Deal, c'est l'objectif d'atteindre la neutralité carbone. Et il faut le rappeler, l'agriculture ne se fait pas au détriment de l'écologie, et l'écologie ne se fait pas au détriment de l'agriculture. Les deux vont de pair. D'ailleurs, les agriculteurs sont probablement les premiers écologistes. Ils sentent la biodiversité, l'évolution du climat, ils la subissent
aussi parfois. Et donc ce Green Deal, l'objectif de ce Green Deal, il doit être maintenu. C'est comment est-ce qu'on accompagne, on parlait de l'agriculture, mais l'énergie, les transports. Et son volet décroissance. En revanche, moi c'est ma conviction, celle l'a toujours été, c'est que l'écologie est compatible avec la croissance. Et que une écologie sans croissance, ce n'est pas une écologie qui est acceptable, qui est souhaitable, qui est durable. Mais est-ce qu'on dit aux agriculteurs qu'il faut davantage produire? Parce que dans ce Green Deal, c'est l'inverse. Probablement des ajustements à faire. Probablement des ajustements à faire dans ce texte. Et c'est ce que portera le président de la République. Il en a parlé samedi au Salon. En réalité, la grande question, peut-être que se posent aussi nos téléspectateurs et auditeurs, Maud Bréjon, est-ce qu'on a encore le pouvoir sur ces choses-là? Vous avez dit très justement cadre européen. Est-ce qu'on a notre souveraineté et une maîtrise et même quelques marges de manœuvre pour changer les choses? Alors non seulement on l'a, mais notre souveraineté passe par l'échelle européenne. Vous dites souveraineté européenne et pas nationale? À bien des égards. Je pense que l'un est complètement compatible avec l'autre. Moi, je ne choisis pas entre la souveraineté française et la souveraineté européenne. Je pense que la souveraineté française... Parfois, elle s'oppose. La souveraineté française, elle passe aussi par une action commune à l'échelle de l'Union européenne. C'est le cas sur l'agriculture, c'est le cas sur l'immigration. Et que les grands défis, je pense par exemple à l'Ukraine, passent par une action européenne. Le plan de relance, le Rassemblement national avait d'ailleurs voté contre à l'échelle européenne, nous a permis de nous relever suite aux crises. Mais je vous donne un exemple. Sur le poulet ukrainien, par exemple, souveraineté européenne, si je puis dire, et souveraineté nationale peuvent s'opposer, puisque ce qu'on fait pour les éleveurs ukrainiens, eh bien, porte préjudice aux paysans français. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous choisissez? Mais on adapte. On dit bien sûr qu'il faut aider l'Ukraine, bien sûr qu'il faut que l'Ukraine puisse exporter, a fortiori dans un moment où elle en a impérativement besoin pour des raisons économiques. Et en même temps, peut-être faut-il réfléchir à des systèmes de quotas. Pour que donc rétablir les barrières douanières. Ces importations ne viennent pas amputer une partie des ventes de nos agriculteurs. C'est pas rétablir des barrières douanières. Elles étaient suspendues pour l'Ukraine. C'est arriver à maîtriser et avoir une forme de contingent sur qui exporte quoi et où. Est-ce qu'on rétablit pour s'y retrouver à la fin? J'entends, mais est-ce que je vous pose la question directement? Est-ce que vous protégez d'abord les paysans français ou les céréaliers ukrainiens? Même si on est solidaire, ça va de soi avec l'Ukraine. Je pense que si vous voulez, la survie de l'Ukraine, le fait que l'Ukraine finisse in fine par gagner cette guerre, par préserver son territoire, ça protégera toute l'Europe, ça protégera la France et ça protégera aussi nos agriculteurs qui sont des citoyens français comme les autres. Et en même temps, effectivement et indéniablement, on doit aider les agriculteurs pour qu'ils puissent continuer à exporter. Et d'ailleurs, on continue à exporter. Autre sujet, Maud Bréjon, c'est aujourd'hui normalement que le juge des référés doit se prononcer sur la requête en référé liberté, c'est ainsi que ça s'appelle, de l'imam Majoub Majoubi qui a été expulsé après ses propos anti-France. Est-ce que tous ces recours qui peuvent être actionnés par ces imams jouent quand même contre la France, contre même notre sécurité, selon vous? Non, parce que d'une part, alors, on est un État de droit, il y a des recours, c'est valable pour tout le monde. Ces recours ne sont pas nécessairement défavorables à l'État. Et ces recours n'empêchent pas nécessairement l'exécution de la décision qui a été prise. Ils ne sont pas forcément suspensifs. On peut expulser quelqu'un parfois, même s'il y a un recours. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est qu'effectivement, l'État doit être fort. L'État doit être fort, et donc s'il y a besoin de changer la loi, faut le faire. On l'a fait avec la loi contre le séparatisme, on l'a fait avec la loi immigration. Alors on nous a dit qu'on était d'extrême droite, facho, enfin, on a tout entendu dans l'hémicycle. Bon, c'était une loi qui était nécessaire pour mieux protéger les Français, et donc si à l'avenir il y a besoin de continuer à faire évoluer la loi pour aller dans ce sens-là, moi je suis favorable à ce qu'on le fasse. Bataille donc politique et bataille législative que vous portez, et la bataille culturelle selon vous, pour conclure, Maud Bréjon, comment on peut opposer aujourd'hui un contre-discours, une sorte de contre-récit à ces discours de haine? Comment on fait dans le pays quand même malheureusement de Samuel Paty et de Dominique Bernard pour pouvoir tout enseigner et pour donner à aimer la France, tout simplement? Je pense qu'il y a besoin probablement d'être beaucoup plus présent aux côtés des enseignants. La réalité, c'est que les enseignants, les chefs d'établissement, le personnel de l'éducation nationale, c'est peut-être souvent retrouvé seul, en première ligne. En tout cas, a eu ce sentiment. Et un sentiment, ça se respecte. Il y a besoin de davantage d'accompagnement au niveau des rectorats, au niveau des établissements. Peut-être une parole politique beaucoup plus forte. Moi, je note que c'est ce qu'a porté le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, aujourd'hui Premier ministre. Et vous pensez que l'actuel ministre va porter la même parole que Gabriel Attal? Aucun doute que l'actuel ministre, malgré des positions nommé par Gabriel Attal, différentes, portera la même parole. Donc Nicole Belloubet et Gabriel Attal, même combat exactement sur l'école. Elle a rejoint un projet. Et Gabriel Attal a été extrêmement clair sur les valeurs qui étaient les siennes.
Donc elle doit, si je puis dire, se soumettre, en tous les cas, suivre la ligne de ce projet, quelles que soient ses convictions personnelles. Quand vous rejoignez une équipe, vous rejoignez un projet, vous rejoignez des valeurs, donc vous y adhérez et effectivement vous les suivez. Ça me semble la moindre des choses quand on est ministre. Bien entendu. Merci. Maude Bréjon, c'était votre interview ce matin sur CNews et Europe 1. Je vous dis bonne journée et à bientôt. Merci à vous.